Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme, puisque cette émission est la vôtre. Vous en composez entièrement le programme chaque soir en nous parlant de tout ce qui fait votre vie au 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Benjamin, sous l'œil attentif de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, vous avez le site internet europe1.fr. Vous avez également vos messages au 7 21 21, en les commençant par le mot nuit. On va commencer en musique ce soir et nous retrouverons vos témoignages juste après. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Robbie Williams, Shame, allez pour Dalton qui écoute cette chanson au volant de son camion et ça le fait rêver. Pas trop Dalton hein, quand même. Gardez votre attention, soyez prudents sur la route. Et pour Coco, évidemment, qui dès qu'on passe Robbie Williams, elle aussi devient rêveuse. Je voulais faire un petit coucou amical à Mathilde qui m'a envoyé un petit courriel pour me dire j'ai 17 ans et je suis début septembre étudiante en première année de médecine. Elle est brillante, Mathilde. Elle me dit la quantité de travail à fournir est immense et les loisirs sont rares. Alors vous écoutez chaque soir est une bouffée d'oxygène, ça me rassure et ça m'offre un vrai moment de répit à l'approche du concours, le stress grandissant. Votre émission m'apaise plus que n'importe quelle potion magique ou plante miraculeuse. Heureusement que vos professeurs ne vous écoutent pas, Mathilde, parce que si vous parlez de potions magiques ou de plantes miraculeuse, oh là 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 là, n'allez pas mettre ça dans vos réponses pour préparer le concours, parce que ça marchera pas. Allez, on accueille tout de suite Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors on s'était parlé il y a quelques semaines, en toute fin d'émission, je crois, parce que votre beau-fils venait de perdre son père. Hein. C'est exact. Et donc vous l'aviez déjà en garde alternée en fait avec puisque vous vivez avec sa mère. Exact. Et lui vivait chez son père et son père est malheureusement décédé assez brutalement, mais il avait un état de santé assez précaire. Oui, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui buvait depuis des années. Olivier ? Ah, Olivier, êtes-vous là ? Non, on a un petit souci de liaison téléphonique avec Olivier. Je ne sais pas si c'est un problème de portable. Bon, on va accueillir Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je suis un peu désemparée, parce que je suis en instance de divorce. Et la séparation est très compliquée, très difficile. J'habitais à l'étranger, un étranger très lointain, disons. Et voilà, j'avais de gros problèmes avec mon mari depuis plusieurs années et ça ne faisait qu'empirer, des violences un peu physiques mais essentiellement morales, des jalousies, des accusations de toutes sortes, aussi bien d'infidélité que comment dire, de lavage de cerveau de mon enfant, etc. Et c'est allé tellement loin que j'ai commencé à faire de la dépression et je suis partie et je suis rentrée en France, dans ma famille. Et puis j'ai lancé une procédure de divorce et j'ai été très surprise de la décision du juge, en fait, que je ne comprends pas du tout, parce que le juge a décidé que certes je pouvais avoir la garde, mais que l'enfant, qui pourtant pour l'instant n'a pas du tout envie de retourner dans ce pays, parce que je pense qu'il y a des mauvais souvenirs là-bas, en tout cas pour l'instant, l'enfant devait retourner systématiquement pendant toutes les vacances scolaires, mais au complet, grand complet, y compris l'été, les 2 mois d'été, toutes les petites vacances. Et je ne pouvais même pas imaginer qu'une telle décision pouvait être prise. Donc je me demandais si c'était courant, ce genre de décision ou pas déjà.
Et puisqu'il s'agit aussi d'un pays très lointain, c'est une fatigue immense pour un enfant qui est petit, enfin qui est petite. Elle a quel âge déjà ? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Ouais. Et il faudrait, si, telle que l'ordonnance est rédigée actuellement, qu'elle y parte tous les mois et demi, que ce soit les vacances de la Toussaint ou celles de Noël ou les grandes vacances, c'est-à-dire que ce soit 9 jours ou 2 mois de la même manière, donc avec une scolarité quand même qui est en cours. Il y a combien d'heures de vol ? Il y a en heures de vol pure, en direct, il y a environ 12 heures. Il y a 8 heures de décalage. En plus, quand on habite en province, ça prend 30 heures en tout. Si on veut faire les choses un peu plus calmement, c'est sur 2 jours, quoi. Et donc, j'ai été très surprise que le juge ne pense visiblement pas à ça. En plus, comme j'ai tout plaqué, quand je suis rentrée, pour l'instant, j'ai pas de travail. Et au moins la moitié des frais seraient à ma charge, alors que ce sont des frais énormes, évidemment. C'est normal, oui. Enfin, en même temps, oui, c'est dans l'ordre des choses. Quand ça se passe comme ça, la moitié des frais est à la charge du parent. Ouais. C'est-à-dire qu'il applique en même temps... il est normal que l'enfant voit son autre parent aussi, parce que ça ne serait pas normal qu'elle soit tout d'un coup privée de son père. Oui. En même temps, c'est vrai que tous les mois et demi, 12 heures de vol, les décalages horaires, déjà pour un adulte, c'est extrêmement fatigant. C'est vrai que pour un petit enfant, c'est quand même un rythme très, très contraignant. Oui, d'autant plus que ma fille n'a pas du tout, pour l'instant, envie d'y retourner. Elle fait même un blocage. Et visiblement, j'ai pas du tout été entendue sur ce point non plus. Donc au lieu de la forcer à y aller, ce qui risque de faire complètement l'effet inverse, au lieu d'entretenir une culture étrangère qui pourrait être un plus, ça risque de faire exactement l'inverse. Oui, parce que ça peut être intéressant, vous avez raison de dire... Parce que votre mari est originaire de votre ex-mari est originaire de ce pays ? Il est français aussi. Il est français ? Oui, il vit toujours là-bas pour l'instant. Mais c'est très compliqué quand il y a autant de décalage. C'est vrai que sur tous les mois et demi, le rythme me paraît un peu, très contraignant, je trouve, même étant donné l'âge de l'enfant, et puis de toute façon, même pour un enfant plus âgé, c'est quand même, elle est pas à 2 heures de vol, quoi, d'ici. C'est ça. Ou à 3 heures ou à 4 heures de vol. Bon, ça se fait, c'est jouable, ça. C'est ça. Mais exactement. 12 heures de vol, c'est énorme en termes de fatigue. Énorme. Nous-mêmes, quand on faisait les voyages, on était 8 jours à s'en remettre. C'est épuisant, mais oui, il faut bien, comme vous dites, il faut bien 8 jours pour s'en remettre. Oui. Il y a tout le décalage, il y a la séparation. Alors, en même temps, bien sûr qu'on peut entendre et on peut comprendre le point de vue du juge, du magistrat qui dit qu'il est normal que le père ne soit pas pénalisé dans cette situation. C'est-à-dire que il a le droit aussi de voir son enfant. Oui. Mais si vous voulez, il y a aussi l'intérêt de l'enfant dans cette histoire. Alors, bien sûr, l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il ne soit pas séparé de son père, puisqu'elle va vivre avec vous, votre fille. Donc, son intérêt, ce n'est pas d'être coupé complètement de son père, non plus. Ça, il n'en est pas question. Oui. Mais pour autant... il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire je crois que c'est dans le rythme. Oui, je pense. Ça serait un aménagement du rythme, parce que peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle y aille un peu moins. Et qu'elle puisse y rester à ce moment-là un peu plus, sur des périodes un peu plus longues. Bien sûr, c'est ce que je pense aussi, d'autant plus que si on suivait l'ordonnance à la lettre, je n'aurais plus jamais ma fille à Noël, plus jamais ma fille en été, c'est-à-dire que je serais bonne à l'amener à l'école le matin et le soir en période scolaire, et puis après, elle est 100% avec son père. Ce qui est un peu étrange quand même, je pense. Oui, en même temps, vous l'aurez... Oui, c'est-à-dire que toutes les vacances, c'est son père qui, dans la décision du juge, c'est toutes les vacances, toutes les vacances scolaires. C'est ça.
quand vous dites tous les mois et demi, ça correspond à des périodes de vacances scolaires. Oui, c'est à peu près 1 mois et demi entre la Toussaint, Noël, février, Pâques, et puis après il y a les 2 mois d'été, en gros. C'est là où les juges aux affaires familiales, c'est très compliqué parce que entre eux, ils s'occupent au fond. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, c'est-à-dire eux. Ils sont là pour essayer de faire valoir que les deux parents puissent s'y retrouver concernant leurs droits vis-à-vis de l'enfant, mais les droits, ça implique aussi des devoirs. On oublie, les droits des parents, d'accord, on se sépare et il est normal que de trouver un terrain d'entente et qu'il n'y en ait pas un qui soit trop lésé par rapport à l'autre, mais ça implique aussi des devoirs vis-à-vis de l'enfant. Et je trouve que imposer un tel rythme vis-à-vis de l'enfant, ça me paraît fou, honnêtement. Je mets des guillemets à fou, mais ça me paraît fou. Oui. Elle va être épuisée, cet enfant. Voilà, c'est la Elle va être épuisée. Oui, c'est la première réaction. Elle va être épuisée et décalée. Oui, exactement. C'est impossible de tenir un rythme pareil. Donc... écoutez, pour une enfant de cet âge-là, enfin, lui faire 12 heures de vol comme ça tous les mois et demi, ça me paraît dément. Hein. Ouais, donc Mais est-ce qu'il n'y a pas possible, il y a quelqu'un, c'est Yvan qui dit d'interjeter appel de cette décision. Oui. Vous avez vu avec votre avocat ? Ben oui, c'est ce que je pense faire, effectivement. Mais dans ces cas-là, il faut faire vite. Hein. Vous savez que c'est avec votre avocat qu'il faut voir parce que ça se fait rapidement. Hein. Après, ce n'est plus possible. Bien sûr, oui. Donc là, je pense que je vais aller. Pas que, si vous voulez, il ne faudrait pas que le juge aux affaires familiales et votre avocat là, il faut qu'il soit. Mais bon, c'est son rôle aussi. Hein. Oui. Il faut qu'il soit suffisamment habile pour faire entendre que vous ne cherchez pas à tout prix à régler des comptes avec votre ex-mari, que bien sûr que vous comprenez qu'il est important pour votre fille qu'elle voie son père et que vous ne cherchez pas à vous y opposer. Donc évitez peut-être de dire elle pour le moment elle ne veut pas y aller. Bon, et justement ce que vous avez dit, ça peut être au contraire riche pour elle qu'elle ait aussi une autre culture et puis d'autant plus que c'est lié à son père. Donc elle l'intégrera d'autant mieux, elle en aura d'autant plus le goût, mais que c'est en termes de rythme et que c'est épuisant. Exactement. Pour une enfant aussi petite. Et puis même, j'ai envie de dire, de toute façon, déjà un adulte, qui aurait à faire cela un adulte peut mieux supporter cela, mais un enfant, c'est pas possible, c'est tout juste pas possible, quoi. Ben, c'est ce que je pense aussi. Et puis son père vient quand même assez normalement. Enfin, autrefois c'était comme ça. Quand on était ensemble, régulièrement en France aussi. Il a quand même sa famille en France, donc je pense qu'il y a aussi des moyens de. Voilà, il y a peut-être des aménagements possibles si son père, lui est retenu, j'imagine, par son métier, mais si vous me dites que lui vient en France parce qu'il a sa famille, ça éviterait à votre petite fille d'y aller. Enfin, il y a certainement des aménagements parce que ce soit votre fille qui systématiquement tous les mois et demi aille dans ce pays et se fasse 12 heures de vol, et non, ça paraît complètement. Je pense que le juge n'a pas forcément pris en compte cette configuration-là. C'est ça. Alors oui, quand j'ai vu ce résultat, je me suis dit mais j'hallucine, c'est pas possible. Enfin, je me suis dit est-ce qu'il est normal, est-ce que c'est habituel ce genre de jugement, mais peut-être qu'il n'a pas été souvent confronté à ce type de situation avec des parents qui sont éloignés géographiquement, cela existe, mais à ce point-là. Oui, c'est à ce point-là, là, c'est quand même 12 heures de vol. Hein. Et donc, écoutez, il y a des parents qui sont dans des pays très très éloignés. Ils ne voient pas leur enfant tous les mois et demi. Hein. Bien sûr, c'est ça. Oui, c'est une contrainte. Qu'est-ce que vous voulez Après, c'est un choix. C'est comme ça. C'est compliqué, mais. Je crois que c'est aussi.
Je crois on oublie, il y a pas que des droits vis-à-vis de l'enfant, on a aussi des devoirs vis-à-vis de cet enfant, et en premier lieu de le respecter, de respecter son rythme, et de penser aussi à sa santé quand même. C'est en termes de santé, donc on ne peut pas imposer le temps de sommeil chez un enfant est très important. Un enfant a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc un adulte peut récupérer plus facilement. A besoin de moins d'heures de sommeil qu'un enfant. Là, votre petite fille, elle rentrerait épuisée de ces décalages horaires. Déjà pour un adulte, c'est compliqué le décalage horaire. On met du temps à s'en remettre, mais pour un enfant, c'est compliqué aussi. Bon, l'avion, je sais pas comment elle le vit, je sais pas si elle dort en avion. Enfin, c'est compliqué. Vous ne serez pas avec elle dans l'avion. Non, en tout cas, je pourrais pas y aller à chaque fois. Bien évidemment, ce serait pas possible parce que ça coûterait trop cher. Non, moi je trouve que c'est quand même c'est lourd tout ça. C'est lourd et il faut quand même tenir compte du rythme aussi, pour le coup, du rythme biologique de l'enfant. Voilà. Et pas seulement du rythme psychologique, mais aussi de son rythme biologique. Exactement. Ça a été la réaction aussi de l'école quand je leur ai dit que pour l'instant, la décision était comme ça. Ils n'en sont pas revenus, quoi. Vraiment. Donc soit trouver un arrangement avec son père ou comme dit un auditeur, interjeter appel de cette décision. Et voir très vite à ce moment-là avec votre avocat. Voilà, mais je suis contente que vous ayez la même réaction que moi parce que ça me paraissait quand même complètement étrange comme décision. Donc disons que le bon sens me disait que là, ça me paraît être une question de bon sens, pour le coup. J'aime pas habituellement commenter les décisions de justice, mais enfin là, il s'agit d'une question concernant un enfant et on est quand même là, pour le coup, dans le bon sens. Voilà. C'est C'est ce qui m'a choqué le plus, en fait. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais certainement pas ça. Oui, on est dans du bon sens, oui. Je trouve que même un adulte, on aurait du mal à lui imposer ça. Mais encore une fois, un adulte, peut récupérer plus facilement. Un enfant, je trouve que parfois on leur impose des choses complètement folles. Oui, surtout que ce serait pour une période, je sais pas, 1 an, 2 ans exceptionnellement. Mais non, mais c'est ça, c'est quelque chose qui dure. Enfin, c'est pas. Non, on peut pas faire n'importe quoi avec les enfants. Oui, je suis vraiment très heureuse de vous avoir entendu confirmer ce que je pensais. Alors Yvan, c'était l'auditeur qui disait pour interjeter appel, il dit que le délai est d'1 mois à compter du jugement. D'accord. Donc voilà, voyez avec votre avocat. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Merci. Bon courage, Laurence. Merci beaucoup. Au revoir. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent au 7 21 21 pour Laurence. Alors Marie qui disait qu'en pense le papa, bonne question. Mais Laurent dit si le juge aux affaires familiales a pris cette décision, c'est que certainement le père a un problème avec la mère. Et puis quelqu'un me dit on a vraiment un système juridique des divorces en France assez compliqué. Beaucoup d'avocats et de juges ne sont pas aptes à cet emploi. Il y a First Lisa qui dit Laurence a-t-elle parlé concrètement au juge du décalage horaire ? J'imagine que cette question a été évoquée quand même sur le fait que, étant donné le pays dans lequel résidait le père, il y avait ce décalage horaire puisqu'il y a 12 heures de vol. Et puis quelqu'un me dit interjeter appel en demandant expertise pédiatrique de l'enfant. Oui, c'est intéressant de demander l'avis d'un expert en disant que les conséquences qu'un tel déplacement, qu'un tel rythme imposé à l'enfant pourrait avoir sur cet enfant. On va retrouver Olivier. Bonsoir, rebonsoir Olivier. Excusez-moi Caroline, rebonsoir. Je vous en prie. Ça a coupé avec problème de liaison avec mon portable. Alors oui, je veux parler de mon beau-père, de mon beau-fils. Oui. Qui a perdu finalement son père parce que je l'avais un peu élevé avec sa mère. Et puis je me suis fâché, je
je vous avais contacté pour la fameuse Xbox, là, je me suis fâché, il faisait que ça. Je vous avais déjà eu pour ça, et il est parti chez son père. Donc ça faisait 1 an à peu près qu'il était chez son père. Le problème, son père est décédé, et maintenant il revient à la maison. Alors le souci, c'était le papa, et bon, il buvait depuis des années. Bon, il fumait, il buvait depuis des années, il était fragile. Alors, le fils, il le savait, hein, il m'en avait pas un peu parlé. Mais il m'a dit, finalement, mon papa, il m'a parlé quand même, parce que je lui parle quand même assez bien, et ça se passe bien. Il m'a dit, mon papa, j'ai jamais arrivé à le cerner. Et c'est vrai qu'il parlait peu. Et il parlait, quand il buvait, il parlait, mais quand il buvait pas, il parlait très peu. Et voilà, donc, bon, maintenant, il fait beaucoup de jeux comme ça pour un peu oublier, je pense. Et j'avais une idée, c'est de l'emmener, il m'avait dit, il faudrait que j'aille voir la mamie, qu'elle parle de mon père, parce que je connais pas mon père. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La mamie, c'est-à-dire C'est-à-dire que sa grand-mère. la mère de son père. Voilà, la mère de son père. Oui, c'est une bonne encore. idée, ça. Alors, je pense que c'est une bonne idée, ça. Oui, oui. Il ne la connaît pas bien, sa grand-mère? Il la connaît pas très bien. Il la connaît comme ça, mais sans plus. Et il n'avait pas trop de contact avec elle. Non, pas trop de contact. Et elle, vous savez, cette dame, ça veut dire qu'elle n'avait pas de très bonnes relations avec son fils? Si, elle avait des très bonnes relations avec son fils, mais mon beau-fils, il vivait chez moi. Et que simplement la dernière année où il a vécu avec son père, où il voyait un peu la grand-mère, mais très peu. D'accord, non, je vous pose cette question, Olivier, pour savoir ce que pourrait lui dire cette dame de son père. Vous voyez, parce que c'est aussi important l'image qu'elle pourrait lui donner un peu de son père. Hein. C'est les relations qu'elle-même entretenait avec son fils. Si, c'était son fils préféré en plus. Bon, alors d'accord. Donc c'est important. Donc c'est une bonne idée qu'il aille voir sa grand-mère. Il a besoin de se rapprocher de cette famille paternelle et surtout en ce moment. Oui. Alors, donc, qu'on lui parle de ce père au fond. Comme c'est bientôt les vacances, j'ai parlé à son frère parce qu'il a un frère et je lui ai dit tu amèneras Mathieu chez sa grand-mère et qu'il discute un peu. Il a formulé cette demande là récemment ces jours-ci. Il me l'a formulé à moi, ouais. Et en plus à vous, oui. Il est vraiment en confiance avec vous, avec Olivier. Moi, il est proche de moi, oui. Oui, il est vraiment proche de vous. Ça c'est bien, c'est formidable cette relation qu'il a avec vous. Oui. Et ça va être important pour lui et pour la suite. C'est sûr. Et il me parle même plus à moi qu'à même à sa mère. Et il m'a dit, moi, avec mon père et avec ma mère, je parlais pas beaucoup. Oui, mais peut-être que le fait aussi de savoir que ses parents s'étaient séparés, qu'il y avait des tensions entre eux, peut-être que son père avait pu parfois lui en parler ou que justement... c'était une bonne séparation, il n'y avait pas trop de tension. D'accord. Et c'était exceptionnel, tout le monde s'entendait bien, mais moi, j'étais apprécié du papa et on s'appréciait. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Non, ça peut arriver, mais ça aussi c'est important pour lui, pour la suite. De savoir que finalement, au fond, il y avait des relations plutôt apaisées entre vous tous. Oui. Et qu'il n'y avait pas au fond, de jugement porté sur le comportement de son père, même si cet homme avait des problèmes avec l'alcool, que bon, vous saviez que c'est par ailleurs qu'il avait une difficulté à vivre, mais que vous ne le jugiez pas. C'est-à-dire que j'ai la première année, j'ai peut-être jugé la première année, mais j'ai vite revu mon raisonnement qui était mauvais, et j'ai compris que finalement il y avait un mal-être. C'était cette chose d'une explication et qu'il fallait pas le blâmer sur le papa et que le drame c'est que finalement il n'a jamais eu une main tendue finalement de sa vie proche. C'est ça qui est un peu embêtant. Il n'a jamais vu quelqu'un un peu comme moi finalement qui aurait bien la main tendue, mais je suis arrivé trop tard. Ça c'est dommage. En même temps, Olivier, c'était peut-être compliqué, même si cet homme, vous l'appréciez réciproquement. Peut-être que votre main tendue, c'était compliqué
Ah oui. la vôtre, parce que vous étiez le nouveau compagnon de son ex-femme, donc et puis peut-être qu'il était déjà trop trop dans tard. l'alcool. Oui. Oui, trop tard. Oui. Vu trop tard. Vous vous occupez beaucoup de son fils que vous aimez énormément. C'est déjà beaucoup, vous savez. Oui, il y a son fils et puis les frères. Il y a 2 frères aussi. Il a 2 frères. Oui, je sais. Vous m'aviez parlé. Il a notamment un petit frère. Non, il a 2 grands frères. Mais il n'y a pas un plus petit qui vivait. Non, il n'y a pas un plus petit. Non. Ah si, vous avez raison. Il a une bonne mémoire. Le plus petit, mais c'est son neveu. Ah, c'est le neveu, d'accord. C'est ça. Il y a un plus petit, Vous avez d'accord. raison. Oui. Non, donc mais c'est pas. Enfin, il y a un petit garçon, oui. C'est son neveu. C'était le fils de son frère. D'accord. Mhm. Mhm. Et je suis obligé de gérer un peu tout ça parce qu'ils sont un peu perdus, parce que le père finalement il faisait le rôle de femme dans le foyer, si vous voyez. Il faisait à manger, il est maternel, mais il les a pas préparés à la vie. Forcément, comme il avait déjà des difficultés. Oui, puisque Lui-même. le petit disait qui c'est qui va me faire les steaks hachés maintenant. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mhm. Mais il a quand même dit, le petit a quand même dit, j'ai quand même du chagrin pour papy. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais non, c'est pas incroyable. C'est finalement, il avait l'image d'un papy qui pouvait, qui s'occupait bien de lui, Bah oui. qui était présent, qui s'occupait de lui dans son quotidien. Donc avec une inquiétude au fond de savoir qui serait là aussi pour lui après quand même. Il y avait une Ouais, c'est inquiétude vrai. par rapport à l'avenir chez ce petit garçon là. C'est-à-dire qui s'occuperait, c'est ça. Parce que je me souviens, on s'était parlé en fin de soirée. C'est vrai. Et je me disais, qui va s'occuper de ce petit garçon? Parce que oui. vous occupez de votre beau-fils, mais ce petit garçon là, le neveu qui était élevé donc par son grand-père, qui va s'en occuper aujourd'hui? Bah aujourd'hui, c'est le papa qui va s'en occuper, et puis une voisine qui va faire le rôle de nourrice, qui va s'occuper pour l'école. Oui, parce que la mère n'est plus là. Non, parce que la mère c'est aussi un souci social. La mère finalement s'est jamais occupée de son fils. Oui. C'était un souci aussi. Donc elle va même plus le voir, etc. Donc ils joueront un peu le rôle de maman, le papy aussi finalement. Et oui, mais parce que je trouve que ce petit garçon, en disant ça, sous un aspect très pratique, très pragmatique, comme peuvent avoir les enfants, en disant qui va me faire mes steaks hachés. Bon, ça peut paraître comme ça. Oui, mais en même temps, c'était ce papy qui s'occupait de lui au quotidien. Donc il y avait quand même derrière ça, qui va s'occuper de moi aujourd'hui. Donc il a besoin d'être rassuré. Alors son papa, va le reprendre s'occuper de lui, une nourrice, mais enfin, oui, ça manque de présence. Ouais. Comme dit First Lisa qui envoie un message, elle dit: je trouve que ce garçon a beaucoup de chance d'avoir un tel beau-père. Mais ça, on a eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, Olivier, parce qu'on vous sent très présent. Et puis il y a Laurent qui dit: servez-vous de sa passion pour les jeux vidéo comme un médiateur, puisque ça semble être sa solution de repli. Oui, alors c'est vrai que vous, ça vous inquiétait, ce repli un peu sur les jeux vidéo, mais c'est aussi, vous voyez, il parle quand même, il exprime, il exprime des choses. Et en plus, il a quand même une intelligence, il est un peu limite du surdoué. Parce que je l'ai un peu testé, il a une très bonne mémoire, etc. Mais l'école, finalement, tout ça, ça lui plaît pas trop. Il a déjà compris plein de choses. Et finalement, il suffit pas d'être intelligent dans la vie, il faut aussi apprendre et malheureusement apprendre et avoir de la volonté. Hein. Et il a compris plein de choses incroyables. Oui, alors je vous disais aussi que là, après ce qu'il vient de vivre, s'il y a un peu une chute dans ses résultats scolaires, c'est assez inévitable. C'est comme souvent après une séparation, après un divorce, on peut observer une chute dans les résultats scolaires. Après le deuil d'un parent, ça peut s'observer. Je ne dis pas que c'est systématique, mais ça peut arriver et il ne s'agit pas d'accabler l'enfant. Il faut bien que l'enfant réagisse d'une façon ou d'une autre, et ça peut être par une baisse des résultats scolaires. Ça, je m'en doute. Mais comme on avait un clic-clac et il était vraiment au piteux état, clic-clac, c'était dans la deuxième chambre. Et là, ce samedi, je suis allé avec lui, je lui ai acheté un lit. Et je lui ai acheté un lit normal, c'est normal, hein. Et mettre le clic-clac à la poubelle, etc. Donc il a commencé quand même il a passé toute la journée avec moi le samedi et il a commencé à parler de plein de choses. Oui, de quoi? Pas avant.
Oui. De l'école, de ses jeux, de tout ça finalement. Oui. Oui. Que la réalité, elle en avait un peu peur, que des fois il fuyait. Bon là, j'ai acheté 2 livres, elle aime bien aussi lire, j'avais habitué à lire, là elle a acheté 2 livres comme il faisait avant. Oui. Donc il a repris ses repères finalement. Oui. Il aimait bien lire, il aimait bien l'imaginaire, parce que la réalité, ça lui faisait peur. C'est peut-être un adolescent, c'est normal. Il a quel âge aujourd'hui ? 15 ans. 15 ans, oui. Et... Ben, on comprend que la réalité lui fasse peur aujourd'hui. Elle est très pénible, la réalité aujourd'hui. Il m'a dit une réflexion incroyable. Il m'a dit finalement, je suis jeune et je vais en voir des gens mourir. Hein. Parce que il est à un âge où effectivement, normalement, on ne devrait pas voir ses parents mourir. Bah oui. Normalement, les premiers, en principe, quand tout se passe bien, que l'on voit mourir, ce sont les grands-parents. Bah oui. Et d'ailleurs plus âgés. En général, c'est pas l'adolescence, c'est plus tard. Donc à 15 ans, effectivement, perdre son père ou sa mère, c'est un moment, c'est vraiment une épreuve, parce que c'est un moment où on a particulièrement besoin d'eux. Et puis je lui dis simplement que la vie, c'était une endurance. C'est comme un circuit, circuit athlétisme, c'est l'endurance. Il faut faire attention à sa santé. À la fin, elle se termine mal. Je vais résumer un peu ça comme ça, pour expliquer que finalement, son papa n'avait pas du tout pris soin de lui, et que finalement, malheureusement, on est obligé de prendre soin de soi, d'avoir une discipline de santé. Autrement, ça termine plutôt mal. De toute façon, la vie, si vous allez par là, elle se termine mal pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Olivier, hein, on est tous mortels. Oui. Bon, donc si vous vouliez faire passer par là un message de prévention, apprendre à prendre soin de soi. Voilà. Je comprends bien la teneur de votre message. Et bon, alors un message qui est important au moment de l'adolescence, où les adolescents, c'est l'âge de la prise de risque, où on est plutôt dans la transgression. Donc bon, c'est important de lui dire ça, mais je crois que ce qui est important aussi de lui dire, c'est que son père, s'il avait ces conduites à risque, notamment telles que l'alcool, c'est parce qu'il avait une souffrance en lui dont il n'arrivait pas à parler, qu'il n'arrivait pas à dire, et que finalement, ce qu'on n'arrive pas à dire parfois, eh bien, on le garde en soi, on essaie de le noyer, on essaie de noyer cette souffrance dans l'alcool, et évidemment, ça ne résout rien, ça détruit petit à petit, parce que ça peut permettre à votre beau-fils de ne pas aller dans ce chemin-là et de parler ce qu'il fait, semble-t-il, beaucoup plus même que lorsque vous m'aviez parlé de lui dans les premiers appels, où vous trouviez que c'était un adolescent au fond qui parlait peu, mais après tout, les adolescents sont souvent en panne de mots, et finalement, là, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que cet événement dramatique vous a rapprochés l'un et l'autre. Ouais, ça c'est vrai. C'est au fond, il a particulièrement besoin de vous. Il vous sent, c'est ce que je vous disais. Au fond, vous êtes présent, mais vous êtes là. Et vous le laissez venir à vous. Et au fond, il y a des moments où il se confie à vous comme ça. Ouais, voilà. Vrai. Et parce que certainement aussi vous êtes dans un moment où vous lui en demandez moins qu'à un moment donné. Oui, c'est vrai. Donc il sent cette attention, ce regard tendre et aimant que vous portez sur lui, et du coup lui aussi a besoin de cette présence rassurante que vous incarnez. C'est vrai que j'ai demandé plus à un moment donné, et bien sûr il s'est plutôt enfermé. Oui. Et là, c'est vrai que je demande peu, forcément, vu la situation. Oui. Et c'est vrai qu'il s'ouvre. Oui. Finalement, des fois, il ne faut pas trop exiger des enfants des choses. Non, pas toujours.
Et souvent, on a souvent le tort de penser qu'il faut exiger pour en recevoir. Finalement, c'est pas toujours la bonne solution. Et on raisonne toujours finalement comme des adultes. Oui, alors qu'ils ne sont pas encore adultes. Voilà. C'est une période comme ça charnière où ils ont besoin, même si leur apparence est très trompeuse, parce qu'ils ont l'apparence d'adultes, ils sont grands aujourd'hui en plus, ils sont tellement grands. Oui. Il fait 1m80 alors. Et oui, mais c'est ça, ils font 1m80, mais ils sont dans leur tête, et ils ont encore beaucoup de fragilité, et ils ont des moments où il y a des moments où ils ont vis-à-vis de leurs parents, ils sont sans arrêt à leur dire bon, lâche-moi. Ils le disent d'ailleurs assez familièrement, parfois en disant bon, te mêle pas de ma vie, ou j'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Et puis en même temps, par d'autres attitudes, c'est surtout ne me laisse pas. Surtout ne me laisse pas tomber. Surtout j'ai besoin de toi. C'est ça. Donc, ils naviguent en permanence, les adolescents, dans ce paradoxe entre le lâche-moi et ne me laisse pas tomber. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour les parents ou ceux qui s'en occupent, qui en font fonction. Parce que finalement, nous, on est souvent, on n'est pas souvent à l'écoute comme on le voudrait. Moi, je vous trouve très à l'écoute, je suis à l'écoute, Olivier. J'ai toujours été à l'écoute, mais je veux dire, des fois, on n'est pas souvent, on est à l'écoute, mais des fois, on est, avec le travail, avec d'autres soucis, des fois. C'est compliqué, et puis d'autant plus que c'est pas facile d'être le beau-père, et c'est vrai que je me souviens, il y a eu un changement extrêmement rapide chez vous, et aussi lié malheureusement aux circonstances de la vie, mais je me souviens très bien de votre premier appel où vous étiez à la fois très préoccupé par lui, mais ce qui était signe aussi de l'affection que vous portiez à ce garçon, parce que vous le trouviez trop centré sur ses jeux vidéo, vous le trouviez qu'il avait beaucoup de compétences et qu'il ne les utilisait pas assez. Exactement. Vous aviez envie justement qu'il se bouge plus, qu'il soit plus motivé pour son travail, très exigeant finalement vis-à-vis de lui. Et puis aujourd'hui, je vous trouve beaucoup plus doux, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire toujours très attentif à lui, mais dans une proximité très bienveillante. C'est ce que dit Brigitte d'ailleurs, qui vient d'envoyer un petit message en disant vous semblez très disponible pour bien vous occuper de lui. Elle ajoute surtout veillez à ne pas dévaloriser son père, quel qu'ait pu être son chemin de vie. J'ai commencé, mais les 6 premiers mois où j'ai commencé à un peu le dévaloriser, j'ai compris qu'il fallait pas du tout le dévaloriser, et que finalement il fallait comprendre la personne, comprendre les personnes, pourquoi elles fonctionnent comme ça. Ça sert à rien toujours de la critique. Et je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde critique les uns les autres au niveau social, et je trouve que il y a toujours un raisonnement à faire. Et c'est dommage parce que c'est vrai, avec les téléréalités, etc., ce qu'on voit, on c'est vraiment du niveau assez bas, et on n'est plus. On est dans le niveau, c'est le vide même. On est dans le vide intersidéral, oui. C'est catastrophique. Et moi, j'ai 45 ans, donc je suis plus tout jeune. J'ai vécu quand même des choses plus intéressantes dans ma jeunesse, où on lisait, Oui, mais je crois qu'ils sont pas si dupes que ça. Les jeunes gens qui regardent c'est pas parce qu'ils regardent certaines émissions. Vous savez, ça peut aussi lui vider un peu la tête. Oui, vous savez, je crois qu'ils sont pas. Il faut pas les prendre pour plus bêtes entre guillemets qu'ils ne sont. Vous voyez, par moment ils regardent parce que ça les amuse, parce que ils perçoivent ça comme une forme de caricature, et puis parce que ça les détend, parce qu'ils en parlent aussi entre eux. C'est une façon, ça peut alimenter. Tiens, t'as vu hier, pour dire oui, bien sûr, je l'ai vu. Mais ils prennent ça au 4e, 5e degré. Oui. Vous voyez, ça fait partie c'est comme pour nous, je sais pas, Internet, tout ça, ça nous dépasse. Il y a je parle pour moi. Il y a des trucs qui nous dépassent. Eux, ils sont complètement branchés là-dessus, mais ils ont beaucoup de recul par rapport à ça. Oui. Je pense vraiment. Oui, c'est possible, parce que nous, vous savez, là, malheureusement, ce qu'il vit, on est très loin de la télé-réalité, là. Donc, il m'a dit justement, pour la crémation, il m'a dit, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça. Et quand je voyais les gens pleurer au cinéma dans un film, je croyais que c'était un peu faux, mais il a vraiment connu cette souffrance.
Comme il m'a dit, finalement, l'impression qu'il n'a jamais existé. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment dur, hein, très très dur. Mais moi, je trouve que c'est important tout ce qu'il peut exprimer. Ça montre que, vous voyez, ça c'est plutôt très très sain et très constructif. Voilà. Donc bon. Simplement, je voulais savoir si moi je l'emmène chez la mamie, Oui. sa mamie pour son père, je l'emmène, mais je pense que je ne dois pas intervenir, je dois être en retrait. Je l'emmène simplement, je vais voir la grand-mère, mais je ne vais pas être à côté de lui avec la mamie. Je sais pas. Oui, comment non, faire. laissez-le. Vous pouvez lui poser la question, dire, je pense. Oui. Oui. Posez-lui la question. D'accord. Vous lui dites dire, tu préfères être seul, ou tu veux que je t'accompagne, ou tu préfères rester seul, il vous répondra. D'accord. Je vais lui demander. Parce que s'il la connaît pas très bien, peut-être qu'il préférera que vous soyez là, peut-être qu'il préférera être seul. Vous pouvez lui demander. Je lui demanderai. En disant, tu sais, moi, il n'y a aucun problème, ça me pose aucun problème, Oui. qu'il n'est pas là une situation que ça vous vexera pas du tout si vous dit, oui, je préfère que tu m'attendes, parce qu'il parlera peut-être plus librement, effectivement, avec sa mamie, tout seul. Que si même elle se sentira peut-être plus libre de parler hors votre présence, c'est plutôt ça. Oui, je pense. Donc, mais vous lui posez la question, parce que lui, peut-être votre présence peut au contraire le rassurer. Demandez-lui, dites-lui, je t'amène chez ta mamie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je reste là ou je te dépose? Tu me dis, hein? D'accord, je vais lui demander. Mais je pense a priori, oui, que c'est plutôt le laisser seul avec sa mamie. Oui, moi je pense aussi, je pensais comme ça. First Lisa, à propos de la télé-réalité, elle dit c'est comme pour nous quand on lit Gala ou Voici chez le coiffeur. Elle dit finalement, on dit non, moi je lis pas la presse People, mais en fait on est bien contente de la lire en catimini comme ça chez le coiffeur. Vous avez raison, First Lisa. On lit toutes les infos planquées comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a maintenant du choix, que dans le temps c'était limité quand même. Eh oui, c'était moins. C'est vrai que les stars étaient mieux mises en valeur, parce que là, non, dans Gala elles sont toujours bien mises en valeur. Oui, mais alors dans Voici, les pauvres, qu'est-ce qu'elles prennent? C'est terrible, vraiment. Oui. C'est terrible. Bon, mais Olivier, je pense que vraiment, vous l'accompagnez bien, ce jeune homme. Caroline. Vraiment. C'est moi qui vous remercie de me donner de vos nouvelles. J'entends toujours vos émissions en venant du travail et je trouve qu'il y a toujours un bon raisonnement. Et vous sortez tard, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans la restauration. Ah oui, en effet. Oui. Il y a toujours cette analyse et cette douceur, c'est ça que j'aime bien. Écoutez, merci beaucoup. Il y a Pirouette qui dit, mais quelle chance à ce jeune homme de vous avoir. Vous êtes vraiment un trésor pour lui. Bravo à vous, Olivier. Je vous remercie. Donnez-nous de vos nouvelles et de ses nouvelles dans quelques temps. Merci, Caroline. D'accord? Au revoir. Au revoir, Olivier. Bonjour à toute l'équipe. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille Naïs. C'est bien comme ça que ça se prononce? Oui, c'est comme ça que ça se prononce. D'accord. Très bien. Bonsoir. C'est joli votre prénom. Bonsoir à tous, merci. Alors, je vais essayer d'avoir un discours construit. Écoutez, c'est mieux, mais oui, parce que dans la panique, je vous remercie. C'est jamais évident. S'il est un peu déconstruit, on fera avec. On remettra dans l'ordre. Ok. Alors voilà, je suis mariée depuis 7 ans, je connais mon conjoint depuis 10 ans et nous avons 2 petites filles de 4 ans et 7 ans. Oui. Après la seconde grossesse, j'ai fait un baby blues qui s'est transformé en dépression, qui a duré 3-4 ans, avec des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. Et donc ça m'a effectivement éloignée de mon conjoint. J'arrivais pas à m'en sortir. Il ne m'aidait pas non plus dans son discours, mais c'était vraiment moi, j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Et j'ai développé toutes sortes de maux, des douleurs physiques que j'attribuais à des maladies pas possibles, des cancers, des trucs. Bon, en fait, j'ai rien du tout, c'était juste psychologique. Et fin août, là, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, il faut que je reprenne ma vie en main. Mon travail ne me convenait pas. Et je me suis dit, je vais me reconstruire dans un autre travail.
Et dès que je me suis dit ça, les douleurs que j'avais depuis 4 ans ont disparu totalement. Mais ça n'a pas plu du tout à mon conjoint qui a cru que ce désir de reconversion correspondait à un retour en dépression. Et il m'a annoncé début septembre, non, je peux pas le supporter, je veux divorcer et de toute façon, moi j'ai besoin de temps pour travailler, pour faire ma vie professionnelle, pour m'accomplir. Ça va pas, je dois m'éloigner. Donc là, le monde s'est un petit peu effondré sous mes pieds. J'ai pris ça pour un coup de tête, un énervement, une colère. Dans la précipitation, du coup, je suis retournée à mon ancien travail qui ne me plaît pas du tout, mais dans l'urgence pour assurer mes arrières, mes filles, enfin tout. Oui. Et lui a poursuivi son discours en me disant non, vraiment, là j'ai 2 ans, faut que je travaille à fond pour assurer mon avenir professionnel. Je vais m'en aller, je vais aller vivre donc loin, c'est à 300 km d'ici, mais je serai toujours là pour soutenir les filles. Moi, tu veux quoi? C'est un divorce? C'est quoi? C'est t'éloigner? Alors, il me dit oui, m'éloigner, montre-moi que tu vas mieux, que tu peux aller bien. Je dis mais oui, c'est-à-dire combien de temps? Et il m'a dit là, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être toute une vie. D'accord? Donc vraiment là, je me suis dit le coup de tête. Toute une vie, quoi. À me faire attendre. Il m'a dit montre-moi que tu vas bien, que tu n'es plus en dépression, que tu peux aller bien pour les filles, voilà. Mais montre-moi ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Et il m'a dit et si tu vas mieux, peut-être que moi pendant ce temps-là, j'aurai rencontré quelqu'un et que ce sera quand même pas possible pour nous 2. Alors là, un tel discours, moi j'ai tenu en septembre-octobre sous le choc, vraiment, je me suis dépassée pour mes filles avant tout, pour que ça tienne, voilà. Là, je commence au bout de 4 mois à craquer. Oui, forcément, vous êtes perdu parce que vous n'avez pas à quoi vous en tenir. Non. Bon, on va continuer à en parler, Naïs. Vous restez avec nous. Oui. Ça sera après le journal de minuit. Ne raccrochez pas. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 avec le mot-clé nuit et puis également par courriel sur le site europe1.fr. Des réactions qui étaient arrivées pour Laurence qui avait démarré l'émission parce qu'elle était très inquiète pour sa petite fille suite à un jugement. Laurence est en instance de divorce, elle a une petite fille de 5 ans et le juge aux affaires familiales avait prononcé un jugement, une première conciliation a eu lieu. Donc c'était une conciliation et puis il y avait eu, je ne sais pas si c'est un premier jugement de divorce qui décidait que sa fille devait aller tous les mois et demi rejoindre son père dans son pays. Il y avait 12 heures de vol. Alors Laurence s'interrogeait sur cette décision. Gilonne a appelé le 3921 pour dire qu'elle avait vécu la même situation. Son mari vivait à Los Angeles. Un pédiatre était intervenu auprès du juge aux affaires familiales
pour que sa fille ne parte qu'aux grandes vacances et aux vacances de Noël voir son père, car c'était beaucoup trop fatigant pour elle, l'enfant ne pouvant pas supporter un voyage aussi lourd. Et Gilonne avait eu gain de cause. Il y avait également quelqu'un qui disait, c'était Daniel, qui disait mais on peut pas faire voyager une enfant de 5 ans seule, c'est la loi, aucune compagnie ne la prendra en charge. Ça c'est pas le problème, parce qu'une compagnie aérienne, dans ces cas-là, les enfants sont accompagnés. Il y a une hôtesse de l'air ou un steward qui s'occupe des enfants. Le problème n'est pas là, c'est plus dans le fait que la lourdeur physique que représente un tel voyage. Alors on va retrouver tout de suite Néis. Néis, donc vous nous expliquiez juste avant le journal que vous êtes mariée depuis 7 ans, que vous connaissez votre mari depuis 10 ans, que vous avez 2 petites filles de 4 et 7 ans, et que depuis, suite à leur naissance, vous avez eu un baby blues. C'est, moi je dirais au-delà du baby blues, puisque ça a duré bien 3 ans, et finalement on peut qualifier ça plus de dépression au fond, quelque chose vraiment un mal-être très profond, et qui vous a progressivement éloigné de votre conjoint. Et ce dernier, début septembre, vous a dit qu'il voulait divorcer, qu'il avait besoin de davantage de temps pour travailler, se consacrer complètement à son travail, et qu'il voulait partir. Alors j'ai pas compris s'il était parti ou s'il voulait partir. Il veut être définitivement parti en septembre prochain. Et actuellement, il a instauré de façon unilatérale le fait d'avoir les filles une fois tous les 15 jours avec lui. Et en fait, il rentre dormir une nuit par semaine, parfois une nuit tous les 10 jours, afin de voir ses filles la journée, s'occuper un petit peu de leurs activités. Et voilà. Donc, c'est une séparation. Il rentre quand même. Il vient manger. Il vient... dans la maison, il vient manger. Au début, laver son linge. Voilà. Et mais tout en dormant ailleurs, et tout en étant, lui en disant qu'il a instauré la séparation. Oui. Et ce qui est très difficile, donc depuis septembre, c'est que je m'étais raccrochée à une parole plutôt, qui laissait une fenêtre d'espoir lorsqu'il me disait, j'en ai marre de t'avoir vu malade, ce que moi évidemment je peux comprendre, j'en avais marre moi-même de me voir ainsi, donc là pas de souci, on est sur la même longueur d'onde. Donc il m'a dit, je veux respirer et montre-moi que tu vas bien dans le temps. Et ce qui me pose souci, c'est dans le temps pour lui, c'est sa réponse. Quand il me dit 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Et en plus, je me réserve le droit de rencontrer quelqu'un. Et voilà. Oui, c'est là où ça ne va pas. Oui. C'est-à-dire que après tout, on peut comprendre, vous le dites d'ailleurs avec beaucoup de sincérité, que ce mal-être, cette souffrance qui était en vous a éloigné l'un de l'autre. Oui. Et que forcément c'était douloureux à vivre pour vous en premier lieu, et que ça n'a pas dû être simple pour lui. Et pour les filles aussi, ça j'en suis tout à fait pour vos enfants, évidemment. Oui. Bon. Maintenant, la réponse qu'il vous fait aujourd'hui, c'est là où il y a une ambiguïté qui n'est pas supportable. Oui. C'est-à-dire que, après tout, soit il décide de partir, ce qui après tout est son droit. C'est douloureux certes, mais c'est son droit. Oui. Mais il ne peut pas vous laisser dans une incertitude flottante et dans quelque chose comme ça d'aussi incertain et aléatoire. En même temps de vous dire, au fond, il faut que tu ailles mieux. Je mets l'avenir de notre couple entre tes mains, c'est-à-dire soigne-toi. Et c'est l'avenir de notre couple repose sur ton équilibre psychique, mais je me donne le droit, moi, de mon côté, en tout temps, de refaire ma vie et de retrouver quelqu'un. Oui, voilà.
Et Bon. ça, c'est insupportable. Donc, il y a trop de facteurs. Donc, vous ne pouvez pas vous y retrouver. Parce que, à ce moment-là, ça aurait dû se faire plus tôt. C'est-à-dire que, on a l'impression que pour lui, la coupe est pleine. Oui, tout à fait, oui. Hein, la coupe est pleine, voilà, elle déborde. Et qu'aujourd'hui, en gros, lui, il baisse les bras, qu'il n'y croit plus, qu'il s'éloigne. C'est au fond une séparation. Oui. Il est de passage là. Hein. Il vient, mais pour les enfants, et que dans les faits, il a quand même quitté le domicile conjugal. Et il ne peut pas. Il vous tient un double discours. Donc vous ne pouvez pas vous y retrouver. Alors, Tout ce que vous pouvez entendre, vous, c'est effectivement maintenant, c'est vous, c'est oui, là où c'est d'aller mieux. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui est important pour vous, c'est d'aller mieux. De toute façon, oui, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que, par rapport à cette souffrance qui a commencé à poindre après la naissance de vos filles, il n'y a pas eu à ce moment-là d'accompagnement ? Alors, lui me dit qu'il s'est sacrifié, qu'il a tout fait à 100%, voilà. Non, mais je parlais de vous. Vous n'avez pas... Si, tout à fait. Ah, si, j'étais accompagnée psychologiquement. J'ai eu un dosage en médicaments trop lourd. J'étais vraiment dans le brouillard total. Et j'avais fait l'effort depuis 1 an d'essayer de m'en sortir. Et j'allais beaucoup mieux. Et là, maintenant, d'ailleurs, je me sens très bien. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Je vais mieux. J'ai perdu beaucoup de poids. Enfin, tout, je vais mieux. Et je pense que aussi sa décision est difficile à prendre parce qu'il m'a annoncé sa décision. J'étais encore, pas bien. Je montrais que j'allais pas bien par rapport au travail. Après, j'ai eu un sursaut. Ça fait un catalyseur. J'ai pris le dessus pour montrer pour les filles que j'étais forte, vraiment pour tout le monde. Et tout le monde me dit d'ailleurs que j'ai l'air super bien. Du coup, ça lui a posé question. Mince, elle a un sursaut. Peut-être que ça l'arrange pas finalement inconsciemment. C'est pas aussi simple que ça. Je l'ai bien senti. Ça aurait été plus simple que je m'effondre, que je l'insulte. Bon, ça l'aurait conforté dans sa décision. Du coup, il est un petit peu gêné pour prendre cette décision. Mais, lorsqu'il revient, il pratique quand même constamment la culpabilisation. Et ça, moi... La culpabilisation de quelle façon ? En me disant, tu es responsable de tout ce qui nous arrive. Tu es responsable donc à 100%. C'est de ta faute si on en est arrivé là. C'est de ta faute si les filles, par exemple, ne sont pas bien. Tout ce qui arrive. Oui, mais ça, c'est insupportable. Oui. Ça ne va pas du tout. Parce que je suis désolée. Ça a commencé, vous me dites, au moment de la naissance de vos filles. Oui. Donc il y a quelque chose, on sait que c'est quelque chose qui peut se produire et que contrairement à ce qui est dit un peu trop communément, les hormones ont bon dos. Hein, le fameux baby blues, on entend encore trop souvent dans les maternités. Oh, c'est les hormones, ça va passer. On sait très bien que la maternité n'est pas qu'une affaire physique, mais que c'est aussi ça suscite des grosses transformations sur le plan psychique. Ça réactive toute une problématique, toute une histoire. Ça ramène au bébé qu'on a été, à l'enfant qu'on a été, et que des choses qui n'ont pas été réglées dans cette histoire-là peuvent se rejouer au moment où la femme devient mère. Donc, et à ce moment-là, le mari a un rôle très important à jouer et à soutenir sa femme. Et quel que soit, alors évidemment, quand la femme est en position de fragilité, mais de toute façon, être un bon père, c'est pas seulement le père dont on parle beaucoup dans la presse, les pères, les papas poules, hein, qui changent les couches, qui donnent le biberon et tout ça. On oublie trop souvent de dire qu'être un bon père, c'est aussi celui qui va qui va soutenir sa femme, qui va faire en sorte de l'épauler, de l'accompagner, d'être bienveillant à son égard, de l'aider
à rester une femme tout en restant une mère, de comprendre aussi que dans les premiers temps, la relation à ce bébé va beaucoup l'accaparer et qui va, tout en restant présent, mais pouvoir quand même accepter qu'il y ait un temps où, bon, peut-être il va être un petit peu dans les premiers mois, un peu au second plan. Son rôle est compliqué. Je dis pas que c'est, mais c'est aussi ça. Donc c'est un peu trop facile de vous mettre sur le dos que vous êtes responsable de tout. Et en fait, ce qui me blesse le plus, c'est qu'il rajoute que du fait de la dépression, je ne suis pas normale. Je suis quelqu'un d'anormal. Ben voyons. Et ça, c'est très violent, en fait. Non, mais attendez. Être en dépression, c'est pas être anormal. Être en dépression, c'est être en souffrance. C'est qu'il y a quelque chose d'une blessure qui remonte à la surface, d'une blessure souvent liée à l'enfance, qui est réactivée dans le présent et qui est réactivée où il y a tout d'un coup un désir terrible, où il y a une inaptitude vraiment au bonheur, où on n'a plus goût à la vie. Ça n'a rien à voir avec la folie, ça n'a rien à voir avec la normalité, ça. Donc il a des paroles extrêmement dures, extrêmement cruelles, et je comprends que vous ayez eu du mal à vous sortir de cette dépression. Parce qu'effectivement, il a été tout sauf aidant. Oui, alors après, Alors maintenant, j'ai envie de vous dire une chose. Vous me dites, oui, j'ai été accompagnée, j'ai été soutenue. Vous m'avez parlé d'un traitement extrêmement lourd qui vous a un peu mis KO. Mais est-ce que vous avez pu avoir un accompagnement aussi par la parole ? Pas beaucoup, en fait, pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'était très dur. Mon mari était contre. Ma famille aussi un petit peu, pour simplifier. Et ça me posait souci pour y aller. C'était un peu à contre-cœur. Puis de me répéter que j'étais pas normale de le faire. Oui, alors c'est là tout le paradoxe. C'est-à-dire en même temps, il vous dit au fond, c'est pas normal d'être en dépression. C'est pas ci, c'est pas ça. Mais le fait de pouvoir faire un travail sur vous, de pouvoir essayer d'aller mieux, de pouvoir enfin trouver un sens à cette souffrance qui vous rongeait, là il était contre. De quel droit il s'immisçait aussi dans cela ? Non mais je l'ai quand même fait un peu, mais le fait est qu'il appelait ma thérapeute. Je trouve que le sentiment de confiance a été rompu avec ma thérapeute, qui lui racontait certaines choses. Bon. Ah bon ? Oui, c'était particulier. Parce que quand j'étais au plus mal, j'avais des idées suicidaires. Il était très inquiet, ce qui est tout à fait concevable. Et il l'a appelé, elle lui a confié des choses. Et après, c'était rompu. Mais je continue à. Oui, mais ça, je comprends que la confiance en votre thérapeute ait été rompue parce que ce qui se dit dans le cadre de la thérapie n'a pas à sortir de la thérapie. Oui, voilà. Y compris, même si c'est le conjoint qui appelle ou un parent. Et voyez, ça, c'est très important ce que vous dites, Naïs, parce que vous dites la confiance a été rompue. Et pour ceux qui nous écoutent parfois et qui ont du mal à comprendre lorsqu'ils appellent le thérapeute de leur mari ou de leur épouse ou de leurs enfants, même de leurs enfants adultes, en disant le thérapeute veut pas me parler alors que je suis quand même le père ou la mère. Et enfant adulte, je parle eh bien, c'est très important ce que vous venez de dire et j'explique souvent, si ce qui se dit dans le cadre d'une thérapie sort de ce cadre-là, comment voulez-vous après que ce lien de confiance puisse perdurer? Si la personne qui parle se dit que ça va être répété en dehors. Donc ça, c'est la règle absolue, c'est une question d'éthique. Ce qui se dit dans le cadre d'une séance, comme on est tenu au secret, comme un médecin est tenu au secret médical. C'était bien mon sentiment, oui. Mais bon, ça a été fait. Il s'en est servi d'ailleurs pour me dire, ta thérapeute m'a dit que tu étais comme ça, donc j'ai raison. Mais c'est insupportable. Là, oui, mais il y a un côté manipulateur chez votre... Alors, un petit peu, oui. Et, oui. Oui, ça me gêne quand même de le dire, parce que au fond de moi, je voudrais que ce soit pas vrai, mais c'est quand même comme ça. Écoutez, moi, je pense, là, Naïs, par rapport à tout ce que vous me dites, c'est que vous, il faut...
par rapport à ce qu'il vous dit, vous ne pouvez pas remettre en question. C'est trop. C'est trop flou. On peut se demander. Tout est ambigu. Tout est. À la fois, il vous dit. On peut pas s'en remettre à 5 ans, à 10 ans. Ça n'a pas de sens. Non, et vous dire entre-temps, je peux rencontrer quelqu'un. Oui, est-ce que ce n'est pas déjà fait? Pardon de vous le dire de cette façon-là. Oui, pour dire cette parole, peut-être que c'est pour se avancer les pions, pour dire qu'il a rencontré quelqu'un et que du coup, comme ça, mettons dans 3 mois, il peut me dire, voilà. Bon, peut-être. Donc tout ce que vous pouvez faire, vous Naïs, c'est de le laisser, de dire, moi, je poursuis mon chemin. Et j'entends ce que tu me dis, dont acte. Oui, tu souhaites. Oui. Tu souhaites. Qu'est-ce qu'il vous dit? Tu souhaites la séparation? Qu'est-ce que vous apporte cet homme? La question est très difficile, oui. Je m'accroche au père de mes enfants. Oui. Je m'accroche à une idéalisation d'un rôle protecteur et aimant que j'ai eu au début et que je n'ai plus depuis 4 ans, oui. Oui, d'une idéalisation. Vous êtes dans vous le dites bien, c'est-à-dire vous êtes encore dans une image idéalisée de lui. Dans une image projetée, dans un fantasme, oui, tout à fait. Mais la réalité n'est plus celle-là. Elle ne l'est pas, et je me dis peut-être que ça peut revenir. Et je m'accroche à ça pour avancer aussi, mais... Là, en tout cas, vous, il faut déjà que vous appreniez à sortir de cette image et de voir la réalité telle qu'elle est, pour vous déjà aller mieux. Paradoxalement. Parce que tant que vous vous enfermez dans cette image, c'est une façon de fuir la réalité et ça ne vous permet pas d'avancer. Oui, pas complètement en tout cas. Non, parce que finalement, vous vous accrochez, vous n'êtes pas dans la réalité là, et donc au lieu de compter sur vous, vous vous accrochez à une image très fantasmée. Je vous propose qu'on accueille Frédéric qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Naïs. Bonsoir. Je vous écoute et j'ai réagi assez violemment au standard, enfin violemment. Caroline est fine et habile et vous amène gentiment à comprendre ce qui se passe et ce qu'on voit, nous deux et beaucoup d'auditeurs. Votre monsieur, je pense que votre monsieur est en train gentiment de larguer les amarres sans vous le dire et surtout en vous rendant responsable de tout, à un moment où vous avez besoin de lui pour être mieux. C'est ça, bien oui. Et oui. Et je me demande même s'il a envie que vous alliez mieux. C'est la question qu'on se pose, et puis Caroline pose la bonne question, que fait-il quand il ne vient pas dormir à la maison? Alors, moi je trouve que c'est le comble de la lâcheté, de la couardise. Cela étant, c'est le père de vos enfants, il est respectable. Vous l'avez aimé, donc il est respectable. Mais aujourd'hui, de façon très froide, distante et objective, puisque ce qu'il vous propose comme mode de vie, enfin, votre modus operandi actuel, c'est une séparation de corps quasiment. Oui. Eh bien, introduisez auprès du juge aux affaires familiales une séparation de corps. C'est-à-dire que c'est pas un divorce, mais c'est l'antichambre, mais en tous les cas, vous faites constater que les relations conjugales sont rompues. Oui, mais c'est n'importe quoi. Ça va vous apporter un éclaircissement de la situation pour vous et pour lui, et surtout lui faire comprendre que, écoutez, vous êtes marié ou pas? Tout à fait, oui. Voilà. Que dit le maire quand on se marie? Pour le meilleur et pour le pire. Vous traversez le pire, donc vous avez besoin de lui. Pourquoi il fuit? Pourquoi il s'en va? Pourquoi non seulement il vous lâche, mais en plus il vous dit « Je te lâche, c'est à cause de toi. Tant que tu vas pas mieux, je serai absent, alors que précisément vous avez besoin de lui pour aller mieux. » Et il vous dit « Va mieux toute seule, et quand tu iras mieux, peut-être que je reviendrai. » Et encore, c'est pas sûr, oui. Et encore, je m'autorise à refaire ma vie entre-temps. Le pire qui m'a fait sursauter et décrocher le téléphone, c'est mais de toute façon, dans l'intervalle, je me réserve le droit de faire une rencontre. En fait, moi, j'entends en tant qu'homme des rencontres. Et s'il y en a une qui me convient, je resterai avec celle-là. Mais en fait, c'est un enfant, ce monsieur.
En fait, le jour où vous êtes devenue mère, vous avez fait de cet homme non pas un père, mais un enfant. Donc le petit, il s'en va parce que maman, il va pas bien. Oui. Et il s'en va chercher une autre maman. Parce qu'un homme debout sur ses pattes de devant ou de derrière, bah, il dit, ma femme va pas bien, je vais l'aider. Ma femme va pas bien, je vais être là, présent, solide, et je vais l'aider à mieux aller. Et je peux vous dire, moi j'ai connu. Et on est à deux pour que vous alliez mieux. Il faut être deux. Il vous lâche au moment où vous vous noyez. Bah, parce qu'il ne peut plus, c'est ce qu'il dit. Mais attendez, il peut plus. Pourquoi il peut plus? Il vous a trop aimé. donné. Oh bah il n'a pas beaucoup donné, non? Bah, lui trouve que si. Et pendant 4 ans de dépression, il a... Attendez, Oui, mais qu'a-t-il fait pendant ces 4 ans? Bah, il s'occupait des filles. Oui. Non, mais c'est pas... Oui, mais qu'a-t-il fait pour vous? Oui. Je vous ramenais, c'est ce qu'on dit, parce qu'on parle toujours de l'image de qu'est-ce que c'est être un père. On oublie que c'est aussi qu'a-t-il fait pour vous. Moi, c'est ce que j'entends par rapport à vous, si ce n'est vous culpabiliser par rapport à votre dépression. Et là, comme le dit très justement Frédéric, c'est il faut que tu ailles mieux, mais va mieux sans moi. Voilà. Et si tu vas mieux, je reviendrai peut-être, mais en attendant, je vais vivre ma vie. Et puis, on parle du père, mais il y a une très belle définition en psychanalyse du père qui énonce: le père est l'homme qui rassure la maman. Est-ce qu'il vous rassure? C'est pas parce qu'il donne à manger aux filles, votre papa peut le faire. Mais c'est pas le papa poule, le père. Pardon? C'est pas seulement le papa poule dont on entend parler. C'est l'homme qui rassure la maman. Donc là, il est étrangement absent dans votre vie de mère, de femme. Oui. Et clairement, il dit, tout d'un coup, moi je dis, c'est un petit, sa maman va pas bien, donc il la quitte. Alors il veut bien s'occuper de ses frères et sœurs, ou de ses sœurs, mais c'est tout. Un petit peu de temps en temps, là. Ah oui, donc l'histoire... Oui, puis il amène son linge à la maison aussi. Une séparation... Il le fait plus depuis ce mois-ci, il le fait plus. D'accord, une séparation de corps, ça met les choses au clair, hein. C'est pas un divorce. Moi, je trouve que c'est une très bonne suggestion, Frédéric, parce que c'est quand je disais à Anaïs de le prendre au mot. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, puisqu'il vous dit là, je compte divorcer. C'est-à-dire, finalement, à un moment, ne plus subir. C'est-à-dire qu'il joue sur trop de tableaux. Et effectivement, tu veux divorcer, d'accord. C'est-à-dire que la séparation de corps, c'est acté, vous avez raison, le fait qu'il n'est plus là physiquement. Voilà. C'est un premier acte. Je comprends que pour vous, le fait d'entamer une procédure, c'est trop long, qu'actuellement vous vous sentez fragile, et puis en plus, c'est pas votre décision. Mais acté qu'il n'est plus là symboliquement. Ça veut dire aussi que vous réagissez, que vous ne subissez pas cette situation. Oui, tout à fait, que vous placez des limites. Vous le mettez au pied du mur. Vous le mettez, exactement. Concrètement. Vous savez, Caroline, qu'on trouve qu'on est trop souvent d'accord l'un et l'autre. C'est des remarques qui me font. On va s'associer, Frédéric. Pardon? On va s'associer, on va faire de la thérapie de couple. Est-ce que vous serez avec moi le jeudi pour les 10 ans? Là, je peux écrire, oui. Vous savez, j'aime bien rester caché. Mais oui, je sais. Il y en a beaucoup qui vont rester cachés. Bon. Ah oui, parce que c'est tout notre mystère. Eh ben oui, alors vous resterez un mystère pour nous. Vous resterez The Voice. Donc Naïs, je pense que prenez un peu sur vous, mais bon. Et puis un deuxième conseil, mais là il faut que les dames ferment leurs oreilles, mais un deuxième conseil d'homme, prenez un amant. Il vous aidera. Ah, j'en ai aucune envie, mais... Ouais, je sais, mais votre mari vous lâche. Votre mari vous quitte. Êtes-vous libre, Fred? Elle a du répondant, Naïs, vous voyez, elle va un petit peu mieux là, par rapport au début de l'échange. Elle va un petit peu mieux, ça fait plaisir à entendre. Vous disiez que vous vouliez changer de métier parce que dans le métier que vous exercez, vous n'étiez pas bien, et au moment où vous avez caressé l'idée de changer, vous alliez mieux. Tout à fait, oui. Et votre mari vous a dit non, je ne veux pas. Vous vous rendez compte, il ne veut pas que vous alliez mieux. Il ne veut pas que vous alliez mieux, c'est ça, il faut que vous... Je crois que c'est ça, peut-être, oui. Oui. Tant que vous serez avec lui, vous n'irez pas mieux. Aïe. Ah oui. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Mais non. Mais je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, vous savez. Si vous appelez Caroline, c'est que vous avez envie d'entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Oui, c'est exactement ça. Merci pour l'intervention, Fred. Oui, c'est vrai. Mais c'est facile pour nous de vous entendre. Nous, on entend ce que vous ne voulez. On entend bien votre situation. Oui.
Ben vous êtes encore dans la phase de deuil. Vous préparez votre phase de deuil, de renoncement. Oui. Poussez-le un peu, vous verrez comment il réagit. Mais c'est pas du jeu, hein, c'est-à-dire une séparation. Oui. De toute façon, une séparation dure le temps que vous voulez. Hein. Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Oui. Il y a Merci, Brigitte qui d'avoir- dit c'est très paradoxal de vous demander d'aller mieux tout en vous infligeant une souffrance pareille. Mais oui, Exactement, parce que c'est inadmissible. oui. C'est inacceptable. C'est assez pervers. C'est inacceptable. Il y a beaucoup une certaine perversité là-dedans. Oui. Et manipulation, vous allez le dire, mais je trouve aussi. Oui, Il y a de la oui. manip, mais après il faut comprendre l'individu. Puis ce qu'a fait votre psy, c'est... Ah oui, ça, Oui, ça. Ça, c'est... Mais d'un point de vue éthique, c'est quelqu'un... S'il y avait un ordre, ce serait quelqu'un à dénoncer. Hein. Ouais, ça va pas, ça. Parce que justement, on se confie parce qu'on sait qu'il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas de... Oui, et que ça ne sort il n'y aura pas, pas de justement. porosité, il n'y aura rien du tout. Rien ne sort. Rien ne sort, et pas même si le conjoint appelle. Hein. Surtout pas, justement. Oui, Surtout pas. C'est même pas le conjoint, les parents, je sais pas, le voisin. Rien ne sort. À personne. Voilà, à personne, c'est tout. On ne peut parler qu'à cette condition-là. Ce qui fait Changer qu'en de thérapeute, oui. Oui. Ce qui fait qu'en retour, un psychothérapeute ne peut pas non plus consulter le conjoint. Oui. Enfin, le conjoint ne bah, peut c'est pas ça qui est aberrant, demander au même monsieur. psychothérapeute de le consulter. Oui. Le psychothérapeute écoute, c'est tout. Ouais. Sinon, on le met en position de jugement. Mais pour vous, introduisez, de toute façon, vous pouvez toujours commencer par introduire en disant que vous allez introduire une demande de séparation de corps. Vous allez officialiser son attitude. Des SMS qui arrivent, qui vont dans le même sens. Hein. Jean-Louis qui dit Naïs, votre mari est toxique, ne larguez ce boulet, faites un travail psychologique pour avancer et trouver un mec bien. Prune qui dit divorcez afin de vous protéger, son attitude est inacceptable. Et puis il y a également Céline qui dit votre mari est égoïste, il vous fait de la violence morale, faites attention à vous. Il y a quelqu'un qui dit je me trompe peut-être, mais je pense que votre mari a déjà rencontré une autre femme. On le pense tous. Oui, je pense. On le pense tous. Le subversif dit lorsqu'on n'assume pas de faillir, on accuse l'autre. Oui. Ces Oui. mots sont C'est la irresponsables. culpabilité, Ils ne méritent pas votre attention. Sergio qui dit je pense que ce qui pourrait vous arriver de mieux, c'est de rencontrer un homme gentil, bienveillant, attentionné. Vous le méritez. Et puis, c'est ce que dit Lily aussi, est-ce qu'il n'aurait déjà pas rencontré quelqu'un d'autre Brigitte qui dit cette culpabilisation est infernale, elle correspond à la déculpabilisation dont il a besoin pour assumer son départ. First Lisa qui dit dans le fond c'est peut-être mieux que vous vous sépariez de lui. Et puis Christophe qui dit montrez-lui que vous êtes forte, s'il veut partir, il part. Attention à ne pas vous faire manipuler. Brigitte qui dit vous êtes face à ce désir d'éloignement présenté de manière assez goujate. Mettez toutes vos forces dans le fait de vous recentrer sur vous-même. Et puis un dernier message du subversif. Il y a Guy qui dit Frédéric, vous donnez de très bons conseils, vous êtes formidable. Anaïs, écoutez-le. Et puis le subversif qui cite Cicéron qui dit le jury condamne sans appel le dit Marie aux galères romaines. Garde, saisissez-vous de lui. Cette émission n'est pas un tribunal, hein, pour autant, mais bon, là, j'avoue que les galères, on est d'accord. Les jurés sont unanimes. Aux galères, votre mari, Naïs. Vous avez quel âge, Naïs, sans indiscrétion? J'ai 30 ans. Oh là là, ma belle. Oh là là, oui. Allez, coupez tout. Refaites une belle rencontre. Ah oui, vraiment. L'avenir s'ouvre à vous, comme dit Pirouette, oui. hein, vraiment. Oui. Il a quel âge, le monsieur? Il va avoir 35. Ah oui, oui. Oh là là. Oui, non, il y a trop de souffrance et je crois qu'effectivement, il n'a pas envie que vous alliez mieux. Hein. Donc, il faut vraiment... il faut larguer les amarres. Là, il faut vraiment larguer les amarres et lui l'envoyer aux galères, oui. Exactement. D'accord, Naïs, et puis changer de thérapeute. Oui, votre parole sera plus libre. Hein. Ah oui, ça c'est essentiel. Merci pour tous les messages. Merci à Fred.
Merci à vous surtout, Caroline. Mais bonne chance à vous, Naïs. Oui. Hein? Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Je vous embrasse toutes les deux. Une bonne soirée. Moi aussi. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Vivian dans le casque me dit c'est fini, mais non, moi Zazie, c'est jusqu'au bout, vous aurez les dernières notes, on va pas la couper. Zazie, être et avoir. Ah, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. J'entendais chez Faustine, dans l'émission de Faustine, Nicolas Canteloup dans la journée spéciale Canteloup, dans sa recette du bonheur, et il disait, outre son amour, sa passion des chevaux, qu'il adorait Zazie, et qu'en ce moment il passait être et avoir en boucle parce que ça lui donnait la pêche. Voilà, il adorait cette chanson. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai dit voilà, j'ai 2 points communs avec Nicolas que par ailleurs j'aime beaucoup. Donc parce que moi aussi Zazie, je me la passe en boucle. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie? Oui. Oui. Je vous écoute Nathalie. Je sais pas trop par où commencer. Vous m'aviez appelé il y a à peu près un an, et je disais c'est assez étrange parce que je pensais à vous ces derniers temps, et je le dis vraiment sincèrement parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à l'occasion de ces 10 ans, certains, puisque j'ai donné des interviews, mais j'en ai pas parlé dans les articles, mais parmi les témoignages qui m'avaient beaucoup bouleversée, vous m'aviez appelé puisque vous veniez de perdre, vous avez perdu votre mari il y a un an de façon extrêmement brutale. Oui. Et vous m'aviez appelé un soir, comme ça en fin d'émission d'ailleurs. On avait reçu. Vous m'aviez appelé en fin d'émission un peu de la même façon, un peu comme ce soir, je dirais. Oui. Un peu dans les mêmes circonstances, je dirais, parce que c'est un peu de la même façon. Vous étiez au funérarium près du corps de votre mari qui était basketteur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et qui est décédé brutalement, et vous étiez outre terrassé évidemment par la douleur, et aussi par le fait que votre petite fille vous avait demandé à voir son papa. Oui. Et vous ne saviez pas comment réagir, s'il fallait accéder à sa demande ou pas. Et on en avait parlé ensemble. Ouais. Et je pensais à vous ces jours-ci parce que je sais que cette période qui est une période de fête pour nous tous, et une période particulièrement difficile pour vous et douloureuse. Oui, puis ça représente plein de choses. Ça représente le fait que je sais que le jour va arriver, quoi. Donc c'était le 19 décembre. Je sais que là les enfants sont en demande malgré tout de Noël. Donc il a fallu faire le sapin, mettre les décorations, voilà. Et puis en même temps, dès qu'on a commencé à faire le sapin, la petite n'a pas pu s'empêcher d'en parler, quoi. Donc, elle vous a parlé de son papa? Elle en parle tous les jours, Laureline. Oui. Et dès qu'on a commencé à sortir le sapin, immédiatement, elle a commencé à en parler. Oui. De quelle façon elle en parle? Là, c'était papa, il peut pas faire le sapin. Voilà, oui. Il est au ciel, mais vraiment, elle cherche des réponses. On sent qu'elle cherche des réponses. Oui. Donc, je l'avais emmenée voir un pédopsie au départ, et on avait dit que les enfants ont besoin, comme nous, je pense d'ailleurs, de reporter la faute sur quelqu'un. Et comme je crois pas en Dieu, elle m'avait conseillé de parler de la nature, parce
fallait parce qu'en fait, Laureline pensait que c'était sa faute. Elle disait c'est ma faute. Et du coup, je lui ai expliqué que c'était la nature, que la nature faisait des jolies choses, comme faire fleurir les fleurs, et qu'elle faisait aussi des choses pas jolies, comme prendre son... Et du coup, c'est abstrait. La nature fait des choses pas jolies, parce que la nature, c'est plutôt comme un. Françoise Dolto en parlait sous des formes de quand elle faisait référence à la nature, c'était sous le fait que pour expliquer aux enfants en parlant des plantes, en parlant des fleurs, en disant le cycle de vie d'une fleur, qu'une fleur meurt, mais que quand elle meurt dans la terre, ça se régénère, vous voyez le côté où finalement tout, qu'il y a aussi un renouveau, c'est-à-dire évoquer la mort à travers de quelque chose de plus concret. Parce que là, vous dites qu'il y a des choses belles et pas belles. Justement, j'ai parlé des fleurs qui fanent. Oui. Mais c'est vrai que je me suis arrêtée là. Mais parce que pour vous, non mais je comprends, pour vous c'est terrible, c'est insupportable. Je ne sais pas si la pédopsychiatre l'avait évoqué sous cet angle-là. Mais je sais pas, et c'est ça qu'il faudrait lui demander. Oui. Alors le truc, c'est que j'avais volontairement pris une pédopsie qui était de l'école Françoise Dolto, parce que c'était important. Et oui, c'est pour ça que je vous parle de Françoise Dolto, parce que Françoise Dolto évoquait beaucoup pour parler de la mort aux enfants, la nature. D'accord. Mais la nature sous l'angle de côté où finalement les choses ça se renouvelait, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y avait un cycle naturel et donc une vision finalement un peu qui n'était pas trop angoissante, parce que tout est au fond éternel recommencement, enfin c'est-à-dire que c'était finalement elle disait que pour dire aux enfants, parler de la mort, qu'est-ce que c'est, ça peut paraître pour nous d'une une lapalissade, dire être mort c'est ne plus avoir fini de vivre, mais elle disait que pour un petit enfant c'était très concret. Et elle l'expliquait à travers le cycle des justement des fleurs, je sais pas, elle avait une formule assez jolie que j'ai plus en tête là, mais où elle s'exprimait toujours de façon très très concrète, et je pense qu'à ce moment-là il faudrait peut-être en reparler avec la pédopsychiatre, parce que tel que vous en parlez vous, la nature fait des choses belles et des choses pas belles, c'est-à-dire il y a un côté moral, c'est-à-dire la chose pas belle, c'est qu'elle nous a pris celui qu'on aimait le plus. Je pense pas que c'est ce qu'est voulu dire la pédopsychiatre, même si évidemment que je vous comprends, Nathalie, et que c'est terrible de perdre celui qu'on aime de cette façon-là. Et ce que je me demandais, c'était, tous les soirs, j'ai l'impression de me rapprocher de l'échéance là, et tous les soirs, je me pose des nouvelles questions. Et la question que je me demandais ce soir, c'est, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans l'idéal, ça aurait été qu'on m'endorme début décembre, qu'on me réveille fin janvier, ça aurait été parfait. Ça, je sais que c'est pas possible. Et je me dis, j'aimerais bien passer les 2 jours entiers sous somnifère à dormir, mais pour les enfants, encore une fois, je ne sais pas si c'est acceptable pour eux, si c'est souhaitable, parce que eux aussi, ils vont avoir leur mauvaise journée, leur mauvaise période là, et je me suis votre petite fille, elle va pas. Oui, elle, le 19, le jour même, non, ils n'ont pas la notion. Elle, le 19 décembre, elle saura pas que c'est le 19 décembre. Elle a 4 ans, et votre fils a quel âge? 10 ans. Et lui, il sait. Il sait que c'est le 19. Il a très bien repéré la date. Ouais. Donc lui, c'est plus. C'était le jour des vacances scolaires, donc il a été regardé sur un calendrier 2009 et c'est super facile. Et en plus, il a une mémoire pas possible. Oui, c'est plus pour votre fils que ça sera difficile. Pour votre petite fille, non. Elle, le 19, non. Est-ce que vous pouvez être entouré ce jour-là? Est-ce que vous pouvez... Je le serais, mais j'ai pas envie d'être réveillée. Par exemple, à l'heure où on est venu me voir, voilà, des choses comme ça. C'était à quelle heure?
C'était dans la journée? À 6h du matin. À 6h du matin. Mais est-ce que les enfants, ce jour-là, peuvent être... De toute façon, votre fils va aller à l'école. C'est un dimanche, le 19. C'est un dimanche. Oui, il aurait mieux valu que ce soit un jour de semaine. Est-ce que ce jour-là, ils ne peuvent pas aller, je ne sais pas, chez leurs grands-parents Mais est-ce que c'est pas important pour vous aussi que vous ayez... Parce que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour vous que vous passiez votre journée aussi sous somnifère. Moi, ce que je voudrais, c'est être dans la même maison qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper d'eux, mais que je puisse... Oui, mais vous, ça je comprends, mais après tout, vous pouvez être dans la maison, qu'il y ait des personnes qui puissent prendre le relais, et que vous puissiez ce jour-là vous puissiez vous isoler, qu'on puisse aussi un peu s'occuper de vous si vous le souhaitez, venir vous voir ou pas, enfin que vous puissiez rester un peu seul si vous le souhaitez, mais que vous ne soyez pas seul dans les faits. C'est-à-dire si vous voulez vous isoler, être dans une pièce, dans une chambre, dormir, vous le faites, mais qu'il y ait du monde dans la maison. Et que les grands-parents ou des oncles et tantes ou des amis puissent s'occuper de vos enfants. Et puis vous allez voir peut-être que ce jour-là, Nathalie, ça se passera pas aussi comme vous l'avez prévu. Mais l'important, c'est que vous ne soyez pas... parce qu'on peut expliquer, les personnes qui seront là aussi peuvent dire à vos enfants que vous êtes... que c'est difficile et que vous êtes triste. Votre fils, de toute façon, le sait, c'est la date, parce que c'est l'anniversaire... du décès de leur papa. Mais peut-être que ça serait important aussi, ce jour-là, de faire quelque chose avec eux, un peu symbolique. Et peut-être pour vous aussi. De faire un petit... qui puisse, par exemple, faire un dessin ou faire un petit autel avec des bougies, quelque chose comme ça pour leur papa. Que ça soit pas juste une période de noir et de tristesse et vous enfermés dans une chambre, plongés dans le sommeil. C'est important les rituels, vous savez, Nathalie. Oui, c'est vrai que je me dis, pendant un an, je suis restée debout et... Oui, vous êtes resté debout, mais vous savez... Il va encore falloir faire plein d'efforts. C'est pas... Je sais que tout vous demande un effort, mais là, je vous parle d'un rituel. Ces rituels qui accompagnent les deuils, on n'en fait plus assez. Et ça pourrait être important pour vous et aussi beaucoup pour vos enfants. Quand vous dites un rituel, c'est quelque chose à reproduire tous les ans. Vous verrez, avec le temps. Je ne dis pas tous les ans, mais je dis là, ça fait 1 an seulement. Non, mais c'est le sens du mot rituel que j'ai du mal à comprendre. Eh bien, un rituel, c'est quelque chose qui va symboliser, qui va permettre de comment dire, qui permet de comment le sens du mot rituel, c'est quelque chose qui nous permet de je cherche le mot, de mettre, de symboliser. Il y a toute une symbolique. On a perdu ça dans nos sociétés occidentales. Ce sont des passages comme ça, des moments forts de notre vie où on met, on exprime des moments à travers, par exemple, ça peut être là, vous mettez une photo de leur papa. Ça peut être avec eux, ou une photo où vous étiez tous les 4, avec peut-être des bougies autour. Ce qu'ils ont envie de faire, déposer une photo, quelque chose, et un petit moment où vous êtes ensemble, vous les faites un peu participer à quelque chose.
C'est quelque chose qui accompagne un peu un moment, parce que il y a plus tout cela qui humanise finalement. Tous ces rituels humanisent des moments importants de notre vie, ou qui soient douloureux, ou des moments qui nous aident à grandir. Ce sont des moments qu'on a perdus dans nos sociétés comme ça occidentales, et on a perdu tout ça dans ces moments du deuil. D'accord. Et même si Karim, pendant toute l'année, il a refusé toute évocation de quoi que ce soit, je peux quand même lui proposer ça, parce que par exemple, autant Laureline, si ça va pas, elle demande à aller au cimetière. Mon fils, si jamais, enfin, il est allé 2 fois. La première fois, quelques temps après, parce que je lui ai dit que ce serait bien qu'il voit quand même où il était. Et la deuxième fois, quand on a mis la stèle, parce que le lieu avait changé, je voulais que de nouveau il sache comment c'était, quoi. Mais c'est tout. Je l'ai pas forcé, je lui ai proposé et il est venu ces jours-là, mais c'est les seules fois. Il n'exprime pas le besoin d'y aller. Non, il veut pas. À chaque fois, je lui propose, systématiquement, je lui propose, il me répond non à chaque fois. Bon, et alors, on ne parle jamais. Vous ne le forcez pas. Non, vous ne le forcez pas. Mais en tout cas, ça peut être, si vous voulez, le rituel peut être quelque chose de plus doux, c'est-à-dire que c'est pas au cimetière, ça peut être quelque chose autour, je vous dis, d'une photo, de mettre un peu une bougie. Ça peut être associé au sapin de Noël, pour votre petite fille. Quelque chose à côté où il y a une photo de son papa. C'est ce que dit First Lisa. Avant, on faisait une messe souvenir, une messe anniversaire. Ça se fait encore. C'est un moment, si vous voulez, comme dit Othello, où on extériorise les émotions, où on peut être ensemble, un peu rassemblés. Et pour les enfants, c'est important. D'accord. C'est une façon d'être là ensemble. De toute façon, vous allez y penser très fort. Donc, d'avoir un moment comme ça ensemble, de pas être chacun plongé, vous, peut-être dans votre chambre, isolé, seul, plongé dans le noir ou à dormir. Votre fils sentant lui aussi, pensant à son papa, voyant que vous allez très mal. Votre petite fille qui saura pas que c'est le 19, mais sentant cette atmosphère de tristesse oppressante. Donc, il y aura ce petit moment où vous pouvez prendre des bougies, vous voyez, quelque chose où il sera présent, particulièrement encore plus ce jour-là, et où vous serez ensemble autour de lui, avec les gens que vous aimez autour. Et une photo autour. Je crois que c'est important de marquer comme ça aussi, ça. D'accord ? D'accord. On pensera à vous, nous aussi, Nathalie. Je vous embrasse très fort. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse. Passez une belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Il est maintenant 1h, c'est l'heure des informations.